Bonsoir et bienvenue dans Ma vie citoyenne Europe, votre nouvelle édition. Nous sommes très heureux ce soir d'avoir avec nous Madame Yembou, parlementaire européenne. Bienvenue Madame Yembou, Merci, bonsoir. ravis de vous avoir pour notre nouvelle émission Ma vie citoyenne qui aura pour but une fois par mois d'avoir une petite rencontre de 30 minutes avec des parlementaires. Donc parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avec vous, et donc pour aller droit au but, bien, moi, je voudrais d'abord parler un peu de votre parcours. Est-ce que vous pourriez en quelques mots présenter votre parcours et nous dire pourquoi vous avez choisi de vous présenter aux élections européennes ? Alors, mon parcours, il commence déjà très tôt. J'ai grandi donc dans une cité du 93, à Aulnay-sous-Bois. Et très rapidement, j'ai compris qu'on n'était pas tous à un niveau d'égalité. Ça, je l'ai compris rapidement. Et puis, j'avais des facilités scolaires qui faisaient que j'étais une très bonne élève. Et du coup, j'ai utilisé ces facultés pour créer une association d'aide aux devoirs pour les enfants de mon quartier. J'ai commencé à 16 ans en fait. Donc tous les soirs, ils venaient faire leurs devoirs. Donc c'est un engagement sur le terrain. Et puis après, la vie faisant, je suis quand même restée dans un métier social puisque j'étais enseignante. Et tout au long de mon parcours même de professionnel, j'ai toujours eu besoin de plus de responsabilités pour plus faire. Alors j'ai choisi souvent des établissements pour travailler dans des milieux sociaux défavorisés. Ça a toujours été mon leitmotiv. Et puis la politique est revenue à moi un peu plus tard. Donc je suis entrée après l'élection de François Hollande au Parti socialiste. Et j'en suis sortie très peu de temps après avec un coup d'éclat que je crois que vous avez vu. Et parce que justement, j'ai été confrontée encore une fois à peut-être un manque de punch du Parti socialiste qui n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout par rapport à ma candidature parce que selon eux, je pouvais faire peur à certaines personnes dans un climat où le Front National était important, enfin avait une écoute importante. Donc j'ai dénoncé ça, j'ai pris le micro, j'ai dénoncé ça au milieu de tous les militants. Contrairement à ce à quoi je m'attendais, j'ai plutôt eu une standing ovation des gens, ce qui était rassurant. Mais les suites avec le Parti socialiste ont été très compliquées. Ça a été un nombre important d'articles dans le journal où on disait que ce que je racontais était faux, etc. Donc j'en suis sortie. Et puis comme souvent la vie, ce sont des rencontres. J'ai rencontré un monsieur qui m'a amené un autre monsieur qui s'appelle Jean-Marc Governatori, qui lui est secrétaire général de l'Alliance écologiste indépendante. Et puis j'ai pris le temps de la réflexion et j'ai adhéré donc à ce parti. On a fait les législatives ensemble et ensuite il y a eu les européennes. Et on m'a proposé donc une place de 10e. Pour être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à être élue, mais je voulais être au moins sur une liste pour représenter cette diaspora qui fait partie de vos zut, je cherche le mot, de vos, tant pis, auditeurs, voilà, de vos auditeurs. Et j'avais besoin qu'on existe. Donc du coup, je suis partie dans l'aventure et puis finalement, ce 26 mai, Surprise. grande surprise, mais vraiment grande surprise. Bonne surprise. Bonne surprise. Bonne surprise. Bonne surprise. Et ensuite, le tourbillon. Jusqu'à maintenant. Le tourbillon, ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir un peu, comment dirais-je, de la niaque pour être sur une liste européenne et être bien placé, pour avoir justement cette chance de venir défendre tout ce que vous avez défendu au niveau local, mais au niveau européen. Et qu'est-ce que ça fait d'être ici depuis ? Alors, moi, la première fois où je suis arrivée devant l'entrée, c'est incroyable ce qu'on ressent. Je ne pourrais même pas l'expliquer. C'est plein de frissons, c'est waouh, moi je suis là.
Moi, la petite fille du 93, toute timide avec ses nattes, je me retrouve... Non, mais c'est incroyable, incroyable. Et j'ai revécu la même chose à Strasbourg, parce que c'est quand même 2 lieux différents. Et ouais, c'est incroyable. Et en fait, je ne suis pas là toute seule. C'est pour ça que en même temps, ça nous porte, et en même temps, c'est lourd. Parce que je sais que, même là, ce soir, je ne suis pas là que pour moi. Je sais que... Alors, j'ai cette image un peu où je me dis que moi, j'ai réussi et j'ai envie de jeter l'échelle pour que les autres puissent monter. Et c'est ça qui m'a toujours portée, quoi. C'est comment faire en sorte que... Parce qu'on parle souvent de plafond de verre, par exemple, mais je pense qu'il y a autre chose que le plafond de verre. Il y a ce que moi, j'appelle les chaussures de plomb. C'est-à-dire que... Mais ouais, c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir se projeter sur des postes. Et ça, c'est un travail très long et que moi, j'ai mis beaucoup de temps pour me dire, juste, tu peux être directrice d'école, juste, tu peux être proviseur, juste, tu peux être sur une liste. Et ça, c'est un travail à faire important. Et pour ça, il faut avoir... La diaspora, voilà. En fait. Et il faut avoir des exemples pour ça. Vous êtes un très très bel exemple, vous faites plaisir à voir. Et en parlant d'exemples, d'envie, quelles sont vos ambitions et objectifs pour les 5 prochaines années? Alors, moi, de manière naturelle, c'est vrai que quand on est arrivé et qu'on nous a demandé de choisir des commissions, je vous avoue que je ne savais pas quelle langue ils parlaient, quoi. Je ne comprenais pas. Ensuite, j'ai regardé un peu rapidement et de manière complètement naturelle, culture, éducation, forcément. Alors, pour plusieurs raisons, parce que déjà, je viens de ce monde-là, l'éducation. Et puis la seconde raison, c'est que je pense que l'éducation et la culture, parce que j'englobe les deux, l'un ne va pas sans l'autre, ce sont des domaines qui sont très porteurs pour les gens issus des immigrations, les personnes défavorisées, qui ne sont pas forcément aussi issues d'immigration, mais toutes les minorités, quelles qu'elles soient, sociales ou migratoires, je pense que l'éducation, c'est un biais, c'est un bon moyen pour réussir. Donc, en tant que porte-parole du groupe des Verts, qui d'ailleurs a fait un vraiment très très beau score, maintenant 4e groupe au sein du Parlement européen. En tant que porte-parole du groupe des Verts dans le comité de l'éducation et de la culture, quel projet et quel combat vous comptez mener pour plus d'inclusion? Alors, plus d'inclusion, déjà, moi je suis Shadow Erasmus+, et je suis coordinatrice pour le groupe Vert de la commission culture, culte, comme il l'appelle, et éducation. Donc effectivement, sur Erasmus, j'ai rencontré la directrice d'Erasmus France, avec qui j'ai un peu échangé pour essayer de comprendre quels étaient les soucis. Et j'aimerais bien axer Erasmus+ sur les populations les plus défavorisées, et notamment les lycées professionnels. Donc ça, c'est le gros point pour éducation. Et puis pour la culture, ce serait vraiment, si je pouvais travailler là-dessus, ça serait permettre de faire reconnaître toutes les cultures européennes, et notamment l'apport des cultures extra-européennes liées à la colonisation, aux migrations, l'apport qu'ont ces cultures sur les cultures européennes. Les faire reconnaître comme faisant partie intégrante des cultures européennes. Vous parlez beaucoup de votre lien avec le terrain, que ce soit au milieu associatif, que ce soit en tant que directrice adjointe de lycée. Comment est-ce que dans votre travail, vous comptez vous associer la société civile, les citoyens et la jeunesse à votre travail pour justement avancer dans tous ces projets? Effectivement, c'est une question qui se pose très très vite quand on arrive ici. C'est que très vite on peut être déconnecté du terrain. Si on ne fait pas attention par de simples choses, prendre le métro par exemple. Si on ne prend pas le métro, on est très rapidement déconnecté. Vous prenez le métro? Je prends le métro. En France, ici, il m'arrive aussi, en toute transparence, de prendre des chauffeurs pour des raisons pratiques ou lorsque c'est trop tard le soir, etc. Mais c'est vrai que je me fais un plaisir de prendre et de rester avec
les vrais gens, quoi, parce que sinon on se déconnecte rapidement. Bon, ça c'est la petite parenthèse, la petite anecdote. Le vendredi, je suis en général en France et je vais vraiment axer sur effectivement les établissements, aller visiter les établissements, travailler pour Erasmus aussi et faire le lien. Et aller rencontrer les jeunes pour leur expliquer ce que c'est que l'Europe. Et parce qu'on est quand même dans un monde numérique, et c'est aussi par là que ça passe. On va essayer de tenir au moins une fois par mois un blog qui explique ce qu'on fait concrètement avec des photos, des images, des documents, pour que les personnes qui iraient voir ce blog, bon, ça sera sans doute beaucoup en français, puissent comprendre ce que c'est que le travail d'un parlementaire. Donc juste pour résumer, tous les vendredis, dans le 93, vous serez à votre permanence ou pas que un petit dans le peu 93. plus. Ma permanence sera sans doute à Paris. Moi, je suis de la Seine-et-Marne. Mais par exemple, ce vendredi, je suis dans un lycée parisien. Puisque, en fait, la circonscription, c'est le pays entier. Ça a changé. Voilà. Donc, je vais là où on me sollicite et finalement, on me sollicite beaucoup. Je crois que les gens ont compris rapidement que j'étais un peu axée sur les lycées pro, donc j'ai pas mal de demandes sur les lycées pro. Et le 93, forcément, parce que j'y ai vécu et voilà. Et ça reste mon département de cœur. Donc voilà. Donc ça je pense que c'est quelque chose de très bien. Vous gardez votre accessibilité. Et donc, les gens pourront vous envoyer des mails, tout à fait. Pouvoir peut-être même organiser des rencontres citoyennes quand vous êtes sur le territoire français. Donc, ça va être votre 3e plénière maintenant, la semaine dernière. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des plénières et de Strasbourg? Est-ce que vous trouvez étrange, parce que ça c'est une question qui se pose à chaque fois, chaque année, on se pose de la question à quoi sert Strasbourg? Pourquoi est-ce qu'on a 2 parlements européens? Ça coûte énormément d'argent. Pourquoi un parlement à Strasbourg qui est utilisé techniquement qu'une fois, une fois par semaine, par mois? Alors, je vais parler pragmatique. Pragmatique, je vous rejoins, ça coûte très très cher. Ensuite, il y a toute l'histoire de la construction de l'Europe. Peut-être que Strasbourg n'a pas saisi l'occasion de mettre peut-être toutes les infrastructures. C'est vrai que c'est difficile d'accès. Il y a des gens qui mettent, je crois, 72 heures pour arriver à Strasbourg en prenant 3-4 avions. Donc pour nous les Verts, du coup, voilà. Voilà, le côté pragmatique. Après, il y a le côté cœur. Strasbourg est une ville magnifique. Je ne dis pas que Bruxelles ne l'est pas, mais voilà. Et après, il y a le côté français où forcément on a envie que la France reste un des piliers du Parlement européen. Mais cela dit, c'est l'argent public que l'on dépense et je pense qu'il faut réfléchir à ça. Et en même temps, réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place à Strasbourg, parce que il va falloir qu'on remplace et qu'on remplisse ce bel immeuble utilisé par le Parlement européen pour une autre alternative. Donc pour votre troisième plénière, vous avez commencé très fort la semaine à Strasbourg. Donc on a parlé, premièrement, la grosse discussion, c'était une résolution sur le Brexit. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Où on en est? Ils sortent ou ils sortent pas? Ils sortent ou ils sortent pas? Alors pour l'instant, la balle est dans le camp des Britanniques. Voilà, en même temps, ce n'est pas l'Europe qui a décidé de les faire sortir. Ce sont eux qui ont décidé de sortir. Cette résolution, qu'est-ce qu'elle dit en gros? C'était une façon de présenter par écrit, parce qu'il y a quand même des négociations qui sont en parallèle, qui se font en parallèle, des solutions alternatives pleinement opérationnelles pour résoudre tous les problèmes actuels et puis ceux qui affecteront la future relation. Il y a, ce qu'on veut aussi, c'est que les engagements pris par Londres avant le Brexit aillent jusqu'au bout.
Ils doivent un peu des sous aussi à Bruxelles, donc il faut respecter ça. Et cette résolution dit que si Londres ne respecte pas ses obligations, l'Assemblée refusera de donner son consentement à toute entente éventuelle entre l'Union et Londres. Alors, les eurodéputés, en revanche, ne soutiennent pas une prolongation du délai de sortie. Sauf au-delà du 31 octobre, parce que c'est le délai arrêté pour l'instant, sauf s'il existait pour cela des raisons et un objectif valable, comme par exemple l'organisation d'élections ou d'un nouveau référendum. Pour l'instant, c'est un peu... Ça, c'est les deux. Donc, s'il y avait une nouvelle... donc, ça voudrait dire que... Parce que là, les députés britanniques, ils sont un petit peu off. Oui, mais c'est très dur. Et ils ne reviennent pas avant le 15. Donc, en fait, on n'aurait pas de réponse avant le 15 octobre. Oui, c'est ça. Alors là, du coup, il y a aussi en parallèle, c'est ce que je disais, nous, on a reçu M. Barnier qui travaille sur une négociation politique avec Bojo, comme il l'appelle. Donc il y a ça qui se fait aussi en parallèle pour éviter peut-être d'attendre le 15 octobre. Mais effectivement, c'est très compliqué de signer une résolution comme ça, de soutenir une résolution comme ça, en ayant en plus des députés britanniques qui ont envie de rester, pour la plupart d'entre eux, en tout cas ceux qui sont chez les Verts, et qui sont déjà investis dans des commissions, voire sur des dossiers. Et c'est vraiment déchirant pour eux, mais aussi pour nous. Pour l'Union. Oui. C'est vrai que c'est une situation inédite. Oui. Qui tend à... D'un côté, on a envie que ça s'arrête. Mais d'un côté, on est là, on prend encore un peu de temps avec eux. Voilà, donc, Mais pourquoi ? Enfin, du temps, pourquoi ? C'est ça, en fait, la résolution. Elle dit, OK pour du temps, mais pourquoi ? Pour aller... Parce que si c'est du temps comme il y en a eu, et au final, c'est encore plus bloqué qu'avant, ça n'a d'intérêt pour personne. Et je pense que le mot de la fin sur le Brexit, ce serait trouver une solution gagnante-gagnante, quoi. Il faut que ce soit pour le bien des Européens, mais aussi pour le bien des Britanniques, parce que quand on parle de Brexit, on parle souvent de politique, on nous montre des parlements, mais derrière ça, il y a juste des êtres humains et qui vivent les choses de manière très violente. Et je pense que c'est à eux qu'il faut penser en premier. Et il y a 2 semaines, donc on a élu, il y a maintenant 2 mois, une nouvelle présidente à la Commission, Madame Ursula von der Leyen. Et elle a présenté son nouveau collège de commissaires qui doit se présenter devant vous. Et première chose... Grosse polémique, cela fait 2 semaines que Bruxelles ne vit plus. Exactement. On ne sait plus où on vit, on ne sait plus où on en est. Qu'est-ce que la protection du mode de vie européen ? Alors ça, vous lui demanderez à elle. Cela dit, moi, j'ai réagi très vite. J'ai fait à cette occasion, peut-être vous l'avez vu, un tweet qui disait venir jusqu'à Bruxelles pour retrouver un mi-Besson, mi-Hortefeux, c'est juste horrible. Enfin, pour moi, c'est compliqué. On a déjà vécu tout le BINS sur l'identité nationale en France. On n'a pas envie de revivre ça à l'échelle européenne. Alors, effectivement, ce portefeuille, c'est M. Chinas qui devrait en être le commissaire. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu nos auditeurs, c'est quoi le problème d'avoir un portefeuille avec ce nom et son contenu ? Alors, le problème, c'est que dans ce portefeuille, le titre, c'est Protection du mode de vie européen. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un mode de vie européen ? Moi, je ne sais pas définir. Il y a déjà plusieurs modes de vie européens, déjà. Et puis, protection, les protéger de qui, de quoi ? C'est un peu la question qu'on peut se poser d'un premier abord. Puis ensuite, quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ce portefeuille, il y a migration. Et là, forcément, ça crispe. Donc, on protégerait un mode de vie que personne n'a défini, européen, des migrants.
Et en même temps, il y a l'éducation dedans. Donc on va les éduquer à protéger un mode de vie. Enfin, vous voyez, c'est un peu flou et en même temps, c'est effrayant. C'est effrayant. Donc moi, j'ai rencontré Monsieur Chinas, parce que comme du coup je suis coordinatrice, je pense qu'il a fait le tour des coordinateurs, mais pas que. Il y en a peut-être d'autres qui ont demandé. Et selon lui, le titre, il dit ne pas l'avoir choisi, effectivement, puisque c'est Madame von der Leyen qui l'a choisi. Mais il l'a accepté, donc c'est ce que je lui ai dit, hein, de manière très franche. Vous l'avez accepté, donc voilà. Et du coup, il expliquait que ça n'était pas le reflet de ce qu'il voulait faire. Il voulait un travail transversal où les commissions ne travaillent pas chacune de leur côté, où des sujets peuvent être traités dans plusieurs commissions. Ce que je peux à peu près comprendre, mais il faut que le titre change. Mais... Je lui ai dit qu'on ne peut pas rester là-dessus. C'est pas possible. Ou bien le mot priorité, il faut le retirer. Le protection, il faut absolument qu'il se retire. Et puis, à la rigueur, revoir cette histoire de migration qui n'a rien à voir là. D'accord. Non, tout à fait. Enfin, je ne peux qu'être d'accord avec vous parce que même moi, quand j'ai vu ça, j'ai été sidérée parce que Madame von der Leyen, avant de prendre la tête de la commission, elle a fait des petites promesses. Oui. Elle a fait des petites promesses sur l'égalité des genres, sur remettre sur la table la résolution, la directive sur les discriminations, parce que la directive qu'on a actuellement, ça fait plus de 10 ans qu'elle n'a pas été touchée, donc de remettre ça sur la table parce que ça fait un moment que c'est un petit peu bloqué au niveau des institutions, au niveau du Conseil de l'Union européenne, des États membres. Et puis, tout d'un coup, on a une protection du mode de vie européen, on a un portefeuille démocratie et démographie. Tout ceci est très confus, alors qu'on pensait que la Commission voulait être plus claire avec les citoyens, mais on a l'impression qu'elle change son mode de communication. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous... Parce que là, maintenant, il y aura des auditions qui commencent la semaine prochaine. Qu'est-ce que les groupes sont prêts à faire pour voir ce titre changer ? Alors, les auditions, je fais une explication rapide un petit peu de comment ça se passe et quel est le déroulé. Donc, la semaine prochaine, une audition. On va prendre celle de M. Chinas. 2 questions générales écrites qui ont déjà été envoyées et auxquelles il va venir répondre de vive voix devant nous, devant les coordinateurs. Et ensuite, 3 questions orales que l'on doit se partager. Parce que, par exemple, dans son portefeuille, il y a culte et il y a Libé. C'est-à-dire la commission Libé qui prend une partie, liberté. Et du coup, je pense que nous, on aura 2 pour culte, 2 questions et une question pour Libé. Alors, c'est suivant des règles, on appelle la règle de D'Hondt, que je n'ai pas encore bien compris, voire pas comprise du tout. Mais enfin bon, voilà, ça c'est une parenthèse. Et il semblerait qu'à la suite de cette audition, tous les coordinateurs se réunissent pour écrire une lettre dans laquelle on dit qui va être envoyée en fait au président de la Cour, qui est envoyée par le président de la Commission à la conférence des présidents des groupes politiques, de tous les groupes politiques. On leur envoie et on dit en gros dans cette lettre si on pense que M. Chinas est qualifié pour être membre du collège et s'il est qualifié pour le portefeuille. Et je pense que c'est là aussi que l'on peut dire si on n'est pas d'accord avec le titre du portefeuille. Voilà, on peut le mettre dans ce courrier-là. Si 2/3 des membres valident la lettre,
Et ce qui est intéressant pour les Verts, c'est qu'aujourd'hui, avec les cartes qui ont été rebattues, Renew, SD et le PPE n'ont pas la majorité, n'ont pas ces 2 tiers. Du coup, les Verts ont une place importante à jouer, ce qu'on appelle souvent en politique faiseur de roi. Voilà, donc on a toute notre carte à jouer là-dessus. Ah, les Verts sont les faiseurs, On est les faiseurs de roi écolo. Et donc, à partir du moment où on a la lettre est validée, bon ben voilà, ça suit son cours. Si on n'a pas de majorité, on peut à nouveau réécrire des questions écrites, voire à nouveau demander une nouvelle audition d'1h30 de M. Chinas. D'accord. Voilà. Et si jusqu'au bout, il n'y a pas de majorité, on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus, du coup, c'est la commission qui vote dans son ensemble. Et là, il y aura sans doute un jeu, le jeu favori de l'Europe, qui est d'aller convaincre les autres groupes de voter comme nous. C'est le jeu favori, d'après ce que j'ai compris, de ce qui se passe en Europe. D'accord, d'accord. Bah dis donc, en quelques mois, vous avez déjà commencé... Mais j'ai des super assistants, que je remercie d'ailleurs au passage. Super. Et en fait, juste pour rebondir, cette semaine, c'est la semaine européenne de lutte contre le racisme qui est célébrée dans l'enceinte du Parlement européen. Et donc, par rapport à ça, et encore une fois, je vais devoir revenir sur ce portefeuille parce que pour moi, c'est vraiment choquant. C'est quel est ce message? Donc, on a une semaine de lutte contre le racisme, mais en même temps, on a un portefeuille qui nous parle de protection de notre mode de vie européen. Et aussi, en plus de ça, on a un portefeuille qui, pour moi, quand je l'ai vu, j'étais heureuse, un portefeuille qui ne s'occupe que de l'égalité. Mais on dirait qu'on essaie de nous tirer de toutes parts. L'Europe, on ne sait plus trop où elle va, on ne sait plus trop ce qu'elle veut faire. C'est tout son contraire. Comment est-ce que... Parce que là, moi, je pense que là, les 5 prochaines années, c'est... L'Europe, c'est tout ou rien. Ouais. Elle perdra tout ou elle gagnera tout. Et ça, elle ne le fera qu'en fonction de comment est-ce qu'elle dialogue avec ses citoyens. Donc, avoir l'égalité au centre, est-ce que ça veut dire que maintenant, on est prêt à allier l'intersectionnalité avec l'égalité? Alors, moi, par rapport à tout ça, j'ai une lecture sans doute un peu particulière. Quand j'étais enseignante, on travaillait beaucoup sur l'égalité, sur les valeurs, sur la laïcité. En France, c'est un thème récurrent. Et j'ai toujours dit, parce que j'étais formatrice d'enseignants, j'ai toujours dit que les valeurs, ça ne se décrétait pas, ça devait se vivre. Et là, ce que je retrouve, et du coup, je suis au cœur de tout ce qui est législatif, pour moi, c'est juste incroyable. Je découvre un monde où, finalement, on couche de belles phrases sur du papier, mais que lorsqu'il s'agit de les mettre en œuvre, on en est bien loin. Donc, je suis un peu dans le même cas que vous, c'est que je n'arrive pas à comprendre le premier discours de Madame von der Leyen, qui était plutôt un discours inclusif, et qui là, vraiment, moi j'étais heureuse d'entendre ça. Et en même temps, aujourd'hui, je suis déçue parce que je me dis, on recommence encore, et vous avez raison, on joue un peu l'Europe, on recommence encore à dire des promesses pour être élu, pour être sur ce poste, et ensuite on l'oublie et on nous maquille des petits mots, égalité par-ci, par-là. Effectivement, sur l'égalité, on lit, je vais vous lire pour les auditeurs, l'égalité pour tous, c'est l'égalité dans tous les sens du terme. Voilà ce dont nous avons besoin, et là on se dit, c'est chouette. On lit le mot de diversité, c'est intéressant parce qu'il n'est pas
très présent dans le programme, mais en tout cas là, il y est. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons de nouveaux actes législatifs pour lutter contre les discriminations. Nous sommes sur à peu près un tiers du texte. Et ensuite, on passe sur l'égalité des genres, jusqu'au bout du texte. Donc, effectivement, je ne minimise pas le problème de l'égalité des genres. Il faut poursuivre, mais je pense qu'il est important que cette mandature ouvre un peu, ou carrément, sur les autres, l'égalité au sens large. Et je pense que fort de ce qui a été fait sur l'égalité des genres, on devrait être capable de transposer ça sur l'égalité avec un grand E. Et je pense qu'il faut absolument aller là-dessus et trouver des vraies solutions, mais des vraies solutions de terrain. Sinon, l'égalité, ça reste juste un but à atteindre. Et on y avance vraiment à petits pas vers ce but. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'était très clair. Je vais peut-être revenir un petit peu en arrière de ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'on a parlé du 93, je vous ai demandé vos permanences, et vous me dites « Ah, mais non, mais en fait, je vais être un petit peu partout dans la France », parce que justement, les circonscriptions ont changé. En France, maintenant, les députés sont élus, c'est des députés français. Et non par circonscription comme c'était avant. Et dans ce cadre-là, j'aimerais vous poser une question qui nous a été parvenue par Jeunesse Outre-mer et Caribéenne Connectée. Et la question, c'est intégration régionale à travers l'éducation Erasmus Caraïbes. Où en sommes-nous? Alors, je vais rapidement faire un point. Je ne suis pas spécialisée, je vais pas raconter des bêtises, je ne suis pas spécialisée sur ce point-là, mais je reste attentive justement à l'outre-mer et à tous ces territoires un peu oubliés déjà par notre pays, mais en plus, qui plus est par l'Europe. D'après ce que j'ai compris, les principaux problèmes qui se posent à Erasmus+, dans les Caraïbes, c'est que finalement, alors, ça devrait être un côté positif, c'est-à-dire qu'il y a des barèmes qui sont différents pour les Outre-mer, et ça veut dire qu'il y a des bourses qui sont meilleures, mais elles sont loin d'être suffisantes. Ce n'est pas en rajoutant 10 € qu'on va pouvoir prendre un avion pour aller je ne sais où en Europe. Donc il y a déjà le problème. Et ensuite, il y a un autre problème qui est le problème d'Erasmus et des populations défavorisées, où qu'elles soient en Europe, dont les Outre-mer, c'est l'accès à l'information. Et souvent, en fait, ces populations et l'outre-mer n'ont pas accès à ces informations. C'est seulement quelques personnes qui ont accès. Et puis, ce qui peut expliquer aussi qu'il y ait moins d'Erasmus+ là-bas, c'est que les universités sont moins nombreuses. Et pour beaucoup d'universités, ne travaillent pas sur ces dossiers-là. Donc moi, je pense que c'est un peu la question. Que peut-on faire dans la mandature suivante? C'est rester sur la ligne directive, on n'oublie personne. Erasmus+, on n'oublie personne. Parce que je pense que même si c'est une très belle réussite de l'Europe, on a oublié beaucoup de personnes. Et celles qui auraient à la rigueur le plus besoin de ça. Et je pense à un Erasmus social, c'est-à-dire que les aides soient en fonction des capacités financières des familles et pas on donne tout. Parce que l'égalité, en vérité, il faut de l'équité, pas de l'égalité. Parce que l'égalité, c'est donner la même somme à tout le monde. Et moi, je prône plutôt l'équité. D'accord. Merci beaucoup, Merci. Madame Yembou. Et j'ai une dernière question, juste pour clôturer. Je sais, mais bon, c'est tellement facile de lui parler. Et elle répond tellement bien aussi. C'est gentil. Donc, à votre avis, toute nouvelle, donc vous êtes encore fraîche et tout, Oui. vous n'êtes pas encore, on va dire, bien encore imprégnée. Donc, il y a encore de quoi faire. De quoi manque l'Europe pour séduire les jeunes? Parce que nous, on a organisé pendant les élections européennes une campagne qui s'appelle Diaspora Vote pour tenter de pousser la jeunesse de la diaspora africaine à venir voter. On a fait venir 10 jeunes, on les a formés pour l'Union européenne. On a fait des événements Diaspora Vote à l'Assemblée nationale, à Trappes. Mais
c'est vrai qu'on voit on a du mal. On sent que les jeunes, c'est pas que les jeunes ne sont pas politisés. Les jeunes sont très politisés, ils sont très intéressés, surtout en France, c'est un truc de ouf. Ils sont très intéressés par la politique, mais j'ai l'impression, ils vont pas aux urnes. J'ai l'impression qu'ils ont peur. Donc comment est-ce que vous pouvez les rassurer, surtout au vu des communales qui arrivent, pour dire que leur vote compte? Et comment est-ce que vous allez faire en sorte que leur vote compte? Voilà. Alors, il y a plusieurs questions là du coup. Et les réponses, il faudrait 2 jours. Je reviens demain. Vous allez revenir. Oui. Déjà, le gros point, et c'est ce qu'on trouve déjà en France, c'est le manque de représentativité. C'est ce que je disais tout à l'heure, les chaussures de plomb. Il faut absolument que ces jeunes se reconnaissent parmi ou dans les personnes qui sont censées les représenter déjà. Donc, ils ont besoin d'une réelle représentativité. La diaspora africaine, elle représente, je crois, 16 personnes sur 751. Il faudrait faire le prorata de personnes issues, pour voir si c'est représentatif. Je pourrais dire sans me tromper que non. Parce que l'Afrique, c'est quand même assez grand. Donc voilà. Et j'englobe évidemment l'Afrique noire et l'Afrique du Nord. Donc un manque de représentativité, un manque de lisibilité, mais ça je crois que c'est pour tous les citoyens, de ce qui se passe en France. Et ce qui se passe souvent, alors je vais parler de la France, que je ne me permettrai pas de parler d'autres pays, c'est que souvent, quand il y a des choses négatives, entre guillemets, qui arrivent de l'Europe, les partis s'en emparent pour dire « c'est pas nous, c'est l'Europe ». Par contre, quand il y a de belles choses qui sont proposées par l'Europe, là, vous n'entendez personne dire c'est grâce à l'Europe que vous obtenez ça. Donc je pense qu'il y a un gros travail de lisibilité là-dessus. Par rapport aux jeunes qui sont très politisés, donc moi j'étais proviseure adjointe d'un lycée de Seine-et-Marne, et quand j'ai été élue, j'ai fait une émission qui s'appelle C'est politique. Et le lendemain, quand je suis revenue à mon lycée, j'ai appris en fait que les gamins du lycée s'étaient snappés devant leur télé avec moi. Alors, bon, je pouvais être fière et heureuse, mais il y a eu quelque chose d'important, c'est que je me suis dit, mais ces élèves, en fait, que je pensais ne pas être politisés, regarde, c'est politique. Moi aussi, je regarde. Oui, mais on ne peut pas tomber sur une émission comme ça par hasard. Oui. Donc, je me suis dit, waouh. Et le fait de se snapper avec, c'est de dire... C'est cool, la politique. Il y a quelqu'un qui est près de nous et qui va nous représenter là-haut et qui, en plus, leur ressemble. Et voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler, une réelle représentativité. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous. Merci d'être venue pour notre première lab, notre première Ma Vie Citoyenne Europe. On vous retrouve en live le mois prochain. On n'a pas encore l'invité, mais ne vous inquiétez pas, il va y en avoir un. Mais sinon, pendant toute la semaine de la lutte contre le racisme, nous allons avoir des petites interviews avec d'autres parlementaires que vous pouvez suivre sur la chaîne La Diaspora Chuchote, mais également sur la page Facebook de Adifé et sur notre page Twitter. Voilà, à bientôt.